C'est le site de promotion, de valorisation des cultures africaines. Et dans le cadre des activités de notre site, nous accueillons aujourd'hui une jeune femme gabonaise, d'origine gabonaise, qui vit en Afrique du Sud et qui a créé une entreprise, Agency. C'est une agence de tourisme créée donc par une gabonaise en Afrique du Sud. Elle est de passage à Paris et elle nous a accordé un petit entretien et nous allons donc nous poser quelques questions, elle va nous parler de son parcours, de son histoire, de son itinéraire. Elle va évoquer avec nous les obstacles qu'elle a rencontrés, les difficultés auxquelles elle a été confrontée et le plaisir qu'elle a à mener cette action, cette activité. Elle va nous parler de son parcours, elle va nous parler des actions qu'elle mène en Afrique du Sud dans le cadre du développement touristique et dans le cadre justement de son activité qui est liée au tourisme médical entre autres. Donc sa société s'appelle Gera Agency et cette jeune dame s'appelle Audrey Bading-V. Audrey Bading-V, retenez bien son nom, c'est donc une femme d'affaires gabonaise, c'est un entrepreneur, une entrepreneur gabonaise, d'origine gabonaise qui vit en Afrique du Sud. Le 6 mai 2001. La raison de mon départ en Afrique du Sud, c'est pour mes études. J'ai fait des études de tellerie, restauration et puis événementielle. Et après mes 5 années d'études, voilà, j'ai eu un vous appelez ça comment on appelle ça, un MTech, ici c'est quoi, un peu l'équivalent du Master 2. Voilà, et puis... ou un master voilà, professionnel. Voilà. Et à l'université voilà, du Cap, ça s'appelle Cape Peninsula University of Cape Town. Et après mes études, j'ai fait des formations sur place, je travaille dans des hôtels, je travaille dans des réserves, et puis je travaille dans des écoles de langue. Et en 2008, comme ça, je rentre chez moi un jour inspirée, comme ça, et puis je dis à mon époux, écoute, tu sais quoi, moi je démissionne. Il me dit, tu ne peux pas juste démissionner, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ben voilà, je vais monter mon agence, parce que déjà quand je travaillais, j'étais marketeur administratif, donc, et de là, j'ai assis mon idée, puis voilà. Comment est née concrètement ta structure? Parce que ton agence s'appelle Gera Agency. Voilà. Et comment est née cette structure concrètement? Je voulais faire un patrimoine familial, genre un family trust. Je me suis dit, je ne veux pas appeler, qu'est-ce que je veux d'abord au départ? Est-ce que je veux une agence qui va rester ou alors une agence qui va se dissiper comme ça? Je dis, bon, je vais créer une agence
dans laquelle mes enfants vont se retrouver, dans laquelle mon époux va se retrouver, dans laquelle ma famille va se retrouver. Alors j'ai déjà Guetta Agency, c'est Gervais, G-E Gervais, T Trésor, T-H Talia, A Audrey. Donc ça fait Guetta et j'ai ajouté Agency. Donc c'est vraiment le patrimoine. Gervais, c'est le nom de ton époux. Le nom de mon époux, Trésor, notre premier fils, T-H Talia, de notre fille, et ensuite A d'Audrey. Voilà. Et comme j'ai fait des études en tourisme, j'ai eu ma petite expertise là-dessus, je me suis dit je vais me mettre au service des gens parce que dans mon agence on fait que du service. Hein. Voilà, j'ai commencé, j'ai travaillé dur pendant 2 bonnes années à monter cette structure sans fournir de service du tout. Et puis après en 2010, ben voilà, j'ai commencé. Et comment fonctionne concrètement Guetta Agency? Ça fonctionne comment? C'est dans le domaine du tourisme. Mais quel genre de tourisme il s'agit? Parce qu'il y a plusieurs spécialités dans le tourisme. C'est vrai. C'est spécialisé et concrètement dans quel tourisme? Okay. On fait dans l'édu-tourisme. L'édu-tourisme, c'est l'éducation et puis le tourisme. Et au tourisme, en tourisme, j'ai choisi le côté médical. Au départ, je veux dire, quand j'étais en 3e, j'étais tellement énervée par rapport parce que je voulais faire médecine. Il m'a rabroué, il m'a dit que je ne pourrais jamais être médecin. Mais je me retrouve et puis je me dis, j'aime bien la médecine, alors je vais utiliser mon expertise dans le tourisme pour aider des patients. Donc on fait dans le medical tourism aussi. Et comment nous sommes structurés? J'ai une agence à Libreville au Gabon, j'ai une assistante et puis des stagiaires qui sont au Gabon. Et puis le head office, donc l'agence mère qui est en Afrique du Sud au Cap que je gère. Donc c'est comme ça qu'on travaille un tout petit peu. Et puis dans l'éducation, j'ai été motivée parce que je me rendais compte que la plupart des étudiants que nous recevions qui venaient en Afrique du Sud étaient très mal orientés. Il y en a qui venaient avec des bacs A1 et qui pensaient qu'on pouvait faire médecine. Il y en a qui venaient avec des bacs G et qui pensaient qu'ils pouvaient être, je ne sais pas moi, qui pouvaient faire sciences ou bien pharmacie. Alors ça m'a intriguée, puis ça m'a intéressée. Et puis je me suis dit, je veux me mettre au service des jeunes et puis les orienter. Donc ce que nous faisons dans l'assistance et puis l'orientation touristique et éducation. Donc c'est ce que nous faisons. Vous faites de l'orientation, vous orientez des étudiants qui viennent du Gabon, votre marché, vous ciblez uniquement le marché gabonais? Non, le marché gabonais, on va dire qu'il représente peut-être, on va dire sur 100%, peut-être 25%. On travaille avec plusieurs autres pays. Notre premier contrat d'ailleurs, c'est un contrat qu'on a eu en Côte d'Ivoire avec une compagnie pétrolière, qui est la Petrosi. Donc on a commencé avec le portefeuille en Côte d'Ivoire, ensuite on allait en Guinée équatoriale, ensuite on allait au Mozambique, et ensuite on a ajouté le Congo et après on a ajouté le Gabon. Voilà. Donc concrètement, vous faites, ta structure traite avec des pays différents, vous avez différents partenaires, ouais. Et vous orientez des étudiants qui viennent de ces pays-là, qui viennent du Gabon, du Congo, du Mozambique, de Côte d'Ivoire. Vous les aidez dans leur choix de formation, oui. Sur place en Afrique du Sud. Vous les aidez déjà dès le départ, c'est-à-dire que quand ils sont encore dans leur pays d'origine. Oui, parce qu'on fait justement dans l'assistance, nous faisons l'assistance avant départ, pendant et après. Avant départ, ça veut dire que quel que soit où ils se trouvent, l'endroit où ils se trouvent, le pays dans lequel ils se trouvent, nous les assistons. Et ce que j'essaie de développer, ou bien nous essayons de développer au niveau de notre structure. L'orientation, c'est quoi? C'est vous leur proposer les différentes filières à suivre, les modalités d'inscription. Les modalités d'inscription, et puis les filières en fonction de leurs résultats scolaires, par exemple. Est-ce que vous les suivez dans le cadre des démarches administratives? Nous le faisons aussi. Par exemple, la sécurité sociale, pour avoir les papiers, nous le faisons. L'assurance, maladie, nous le faisons. On fait tout ça. Toutes les démarches administratives. Toutes les démarches administratives. Ce qui fait que quand ils arrivent normalement en Afrique du Sud, ils sont complets. Disons que quand ils arrivent, un étudiant ne peut pas se dire j'ai oublié un document ou j'ai oublié d'apporter ceci parce que il est déjà informé. Nous prenons tout le temps qu'il faut pour pouvoir se rassurer qu'ils ont tout ce qu'il faut avant d'arriver en Afrique du Sud. Tous les documents sont traduits avant d'arriver en Afrique du Sud. Toute la procédure est engagée, disons que toute la procédure est comprise avant d'arriver en Afrique du Sud. Voilà. Et c'est payant naturellement. Oui, bien sûr que c'est payant, sinon comment je paye mon personnel? Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et ça coûte combien concrètement? Ça se passe comment? On vous contacte, on te contacte par mail, on contacte dans l'agence, il y a une adresse mail naturellement, on prend contact avec toi et puis on entame des démarches au niveau de l'ambassade d'Afrique du Sud dans le pays où réside l'étudiant qui veut venir.
c'est dans le cas des démarches pour un étudiant. Oui. Est-ce que c'est la même procédure? Parce que tu parlais de tourisme médical. C'est quoi concrètement le tourisme médical? Ça veut dire quoi? C'est du chinois pour certains. Oui, c'est vrai, parce que les gens souvent posent la question, c'est quoi le tourisme médical? Le tourisme médical, si tu veux, c'est un service offert aux patients. Disons qu'il y a des gens qui sont par exemple malades et puis qui veulent venir en Afrique du Sud, bien qu'ils veulent aller ailleurs, hein, et puis qui nous contactent. Et puis, ce que nous faisons, nous les assistons aussi, nous les orientons. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de voir les pathologies, parce que ce n'est pas toutes les pathologies qui sont développées en Afrique du Sud. Donc on ne va pas se dire parce qu'on veut se faire de l'argent, qu'on veut forcément que les patients viennent chez nous. Mais ce que nous faisons, c'est quoi? Nous étudions la pathologie, et puis nous étudions les structures médicales qui offrent des services par rapport à ce que les patients veulent, et puis nous les assistons. Nous les hébergeons, ça veut dire nous les logeons, donc pour moi, nous trouvons des cliniques spécialisées pour eux, nous les assistons, nous traduisons aussi, nous sommes là avec eux, même pour les patients. Vous faites un travail d'accompagnement. Nous faisons un travail d'accompagnement, nous faisons exactement un travail d'accompagnement. Et en même temps, je vais aussi ajouter, parce qu'on ne travaille pas qu'avec des étudiants, hein, on travaille aussi avec des compagnies. On a des compagnies qui nous envoient leur personnel pour des formations. Nous faisons aussi dans la conception des formations et tout pour les compagnies. Est-ce que ta structure a des relations particulières avec des acteurs économiques ou spécialistes du tourisme au Gabon ou dans les autres pays? Un peu partout, c'est grâce à ça justement que nous travaillons. On ne fournit pas ma compagnie, c'est une start-up. C'est pas une big firm, c'est pas une grande entreprise encore. Elle est grande en idée, mais elle n'est pas encore, voilà. Donc par exemple, dans les produits que nous offrons, on a par exemple l'éducation. Nous n'avons pas des écoles, on travaille avec des écoles sur place, que ce soit des universités ou bien des collèges, ce qu'on appelle des écoles privées, hein, les écoles privées, les écoles de formation, et puis les écoles de langue. Tout ça, ce sont des partenaires avec lesquels nous travaillons. Ensuite, on a des hébergements, il faut bien trouver des logements et tout ça. On travaille avec des propriétaires et puis des agences immobilières avec lesquelles nous travaillons. Et puis des hôtels aussi avec lesquels nous travaillons. Voilà, pour avoir des prix préférentiels et tout, pour aider nos clients. Aujourd'hui, ta structure emploie combien de personnes? Officiellement, 3 personnes. 3 personnes. Voilà, mais nous avons beaucoup. En Afrique du Sud, ça c'est le siège en Afrique du Sud. Non, au Gabon. Au Gabon, 3 personnes. 3 personnes, en Afrique du Sud 2. 2 personnes. Voilà, mais généralement nous recevons des stagiaires qui viennent pour des durées de 3 à 6 mois. Nous recevons des stagiaires qui nous reviennent. Ils peuvent venir de n'importe où en Afrique. De n'importe où en Afrique, voilà, qui veulent, par exemple, on reçoit des gens qui nous disent, bon, ils veulent sortir un peu de là où ils sont, et puis qui veulent venir en Afrique du Sud, travailler, voilà, nous les recevons. Et comment finances-tu tes activités? Au départ, je veux dire qu'on n'avait pas un capital de départ. Le capital Tu as juste démarré avec une idée. Je veux dire qu'on a j'ai démarré avec une idée. L'idée capitale, déjà quand je discutais avec mon époux, il me disait, mais comment tu vas faire? Je lui ai dit, ce n'est pas le financement matériel qui importe pour moi, c'est le capital intellectuel. Le capital intellectuel était déjà là, parce que l'idée était déjà là, il fallait la développer. J'ai pris 2 ans pour asseoir ce capital-là. Et lorsque j'ai démissionné de la compagnie dans laquelle je travaillais, je suis juste partie avec mon salaire et puis mon ordinateur. C'est ce qui a composé le capital avec lequel on a travaillé jusqu'à présent. Un capital de départ. Et puis après, avec... La motivation a été ton capital. La motivation a été mon capital de départ, si on peut dire ça comme ça. J'aime beaucoup. Dans la réalisation de tes activités, à quelles difficultés tu as été confronté concrètement sur le terrain? La première difficulté au départ, c'était le challenge personnel. C'est se dire, j'ai fait des longues études, j'ai fait des bonnes études. Est-ce que je vais réussir à prendre cette responsabilité-là de laisser mon travail et puis de faire quelque chose qui me passionne? Est-ce que je vais être en mesure de m'accrocher? Ça, c'était la première difficulté que j'ai réussi à briser. Ensuite, il y a eu les difficultés sur le terrain quand on est étranger ailleurs. C'est pas facile de venir simplement comme ça et de dire qu'on commence une entreprise. Il faut comprendre le système économique du pays. Alors, ça n'a pas été facile parce qu'il y a beaucoup de paperasse à fournir. Ensuite, il faut justement avoir un gros capital d'investissement qu'il faut prouver, qu'il faut montrer qu'au départ, je n'avais pas. Donc ça, c'était une autre difficulté. Ensuite, pour obtenir une licence, c'était pas facile aussi. Ça, c'était une autre difficulté. Quand on n'est pas résident permanent, c'était une autre difficulté. Une autorisation, une licence d'exploitation, voilà, une autorisation. Ça, c'était une autre difficulté. Un agrément, voilà. Ensuite, une autre difficulté que j'avais, c'est parce que quand j'ai commencé, je commençais seule.
ma structure, lorsque vous la voyez, si je vous la présente comme ça, vous ne comprendrez pas. Mais si vous me voyez travailler, vous me voyez travailler, c'est le travail de 10 à 15 personnes que je faisais seule. Pratiquement parce qu'il faut être sur le terrain, il faut faire de la promotion, il faut contacter les clients, il faut faire tout. Je faisais tout ça seule. Donc ça, c'était aussi un challenge parce que ça affectait beaucoup ma santé, par exemple, quoi. Voilà. Au niveau du Gabon, les locaux, l'obtention des locaux, par exemple, a été un problème. Avoir quelqu'un de sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est plus sûr d'être dans un pays et puis de gérer une agence qui est ailleurs. Ça a été une bénédiction pour moi d'avoir mon assistante aujourd'hui. Donc ça a été un challenge pour moi d'avoir quelqu'un qui comprenne ma vision, qui me comprenne et qui accepte les conditions que je lui offre. Donc pour obtenir ça, ça n'a pas été facile pour moi, c'était un challenge. Les actions de référence que tu as menées, que ta structure a menées, tu as mis en place. Je ne m'auto-congratule pas souvent. C'est quelque chose qu'on me reproche souvent. J'ai un fan avec qui je partage ma vie, qui me dit chaque jour que je ne prends pas du temps pour regarder ce que... ce serait intéressant de savoir, c'est intéressant pour nos internautes de savoir les difficultés auxquelles tu as été confronté, de savoir les réalités, les obstacles que tu as dû franchir, et en même temps savoir ce que tu as mené comme action sur le terrain. C'est très important qu'on le sache. Voilà. Donc je veux dire que depuis que j'ai commencé, j'ai réalisé pas mal d'actions, par exemple. En 2009, j'ai reçu une première colonie argentine parce que dans le programme de nos services, nous offrons des camps de vacances, des colonies de vacances. Et voilà. Oui, très intéressant. C'était des écoliers, des collégiens. Des collégiens et des écoliers en même temps qui revenaient d'Argentine. 17, ils étaient 17, voilà, en 2009. Ça c'est une première. L'autre grand exploit que je chéris jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir obtenu un contrat avec une grande compagnie pétrolière ivoirienne que j'ai fait à distance. Ils ne m'ont jamais vu, je ne suis jamais allée faire une présentation. Avant que je n'arrive à ce niveau, j'ai réussi à les avoir à signer un contrat avec une grande boîte comme Petrosi, juste en se basant sur compagnie pétrolière de raffinerie, je crois, voilà, ivoirienne, juste sur la base des services, tu vois, que je proposais. Et juste là, sur la base de l'honnêteté, ils m'ont fait confiance, voilà. Et puis, depuis lors, ils m'envoient leur personnel. Le personnel pour faire des formations. Voilà, pour faire des formations et tout ça. Tu as reçu combien de gens à former? Oh là là. Faire quelle formation? Dans n'importe quel, ils viennent apprendre l'anglais, par exemple? Ils viennent apprendre l'anglais. Ou se perfectionner dans un domaine, quel que soit le domaine? Non, ils viennent perfectionner le domaine dans lequel ils sont déjà, mais en anglais. Mais en anglais, et en ayant l'anglais en plus. Donc c'est ce que nous faisons. Ensuite, nous offrons des colonies de vacances, des services de colonies de vacances au Gabon. D'accord. D'ailleurs, là, dès que je rentre en Afrique du Sud, 2 jours après, je suis au Gabon. Pour une première, on va organiser une colonie de vacances au Gabon. Voilà. Mais chaque année déjà, colonie de vacances au Gabon. C'est-à-dire de faire venir des enfants d'Afrique du Sud au Gabon? Non, pour l'instant. Non, comme c'est une première, ce sont les enfants gabonais qui viendront à la colonie. Mais nous recevons déjà chaque vacances, nous recevons des enfants qui nous reviennent d'ailleurs, qui nous reviennent d'Abidjan, qui nous reviennent d'Angola et qui nous reviennent du Gabon, qui viennent chaque année en vacances. Et la meilleure, c'est que nous avons été sélectionnés l'année dernière par le ministère de la Jeunesse et des Sports du Gabon en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est qu'ils récompensent les meilleurs élèves du CEP, du CM2, voilà, au CEP, ensuite du brevet et du bac. Voilà, donc ils envoient en Afrique du Sud. Voilà. Très intéressant. C'est aussi intéressant de les envoyer à l'intérieur du pays, s'imprégner des réalités locales. Oui, pourquoi pas. On peut le faire. Et quels sont les obstacles majeurs à la réalisation justement de ce tourisme médical? Est-ce qu'en faisant justement du tourisme médical, tu ne fais pas ressortir les défaillances, ou moins les failles ou les dysfonctionnements du système médical des pays en question? Certainement. Hein. Je ne vais pas rentrer dans la politique de fonctionnement du système médical au Gabon, parce qu'on ne reçoit pas que des Gabonais, c'est la bonne chose. Nous recevons des Ivoiriens aussi, nous recevons des Congolais qui viennent. Donc c'est pour dire que quel que soit le pays, défaillance, je ne sais pas. Maintenant, la médecine, la santé n'a pas de prix. Peut-être que le pays dans lequel ils n'ont pas les structures appropriées pour pouvoir obtenir les soins qu'il faut. Ils vont ailleurs, peut-être.
Donc, défaillance peut-être à un niveau. Mais je ne sais pas, je peux pas. Non, je vais reformuler, peut-être pas reformuler ma question, mais disons apporter quelques précisions. Oui. Juste pour être, je suis d'accord avec toi sur un point, c'est que aucun système n'est parfait, aucun système médical n'est parfait. Donc nous avons forcément, il y a des pays qui sont spécialisés en pédiatrie, d'autres qui sont spécialisés en chirurgie, je ne sais pas quoi, en cardiologie. Enfin, il y a des pays qui ont des spécialités qui sont un peu plus développées que d'autres. Bien sûr. Il se trouve que quand on a quelques failles, quand on est un tout petit peu en retard dans certains domaines, on est obligé d'avoir recours à des structures étrangères. Bien sûr. C'est le cas d'un certain nombre de pays d'Afrique noire qui ont recours peut-être. Tu as été formé en Afrique du Sud, tu as fait des études de tourisme, tu es diplômé en tourisme, tu as l'équivalent d'un master, ce qu'on appelait autrefois un DSS dans le domaine du tourisme, et tu as choisi d'exercer en Afrique du Sud. Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? C'est peut-être parce que... Pourquoi tu n'es pas rentré travailler dans ton pays? C'est le Gabon qui t'a envoyé en Afrique du Sud, soit dit en passant. Tu as signé l'engagement décennal, soit dit en passant. Donc tu es censé travailler au moins 10 ans pour l'État gabonais, soit dit en passant. C'est vrai. Bon, mais tu as choisi d'exercer en Afrique du Sud. Qu'est-ce qui explique qu'une Gabonaise formée, qui a envoyée à l'étranger par son pays, choisit au final d'exercer dans ce pays, de ne pas rentrer, exercer dans ce pays, le pays qui l'a envoyé en Afrique du Sud? Est-ce que c'est une forme, on appelle ça la fuite des cerveaux, c'est dommage, mais il y a de plus en plus, ce phénomène se développe de plus en plus, il y a de plus en plus de Gabonais, il n'y a pas que des Gabonais, ça ne touche pas que le Gabon, ça touche de nombreux pays, il y a de plus en plus de diplômés africains qui choisissent d'aller exercer ailleurs que dans leur pays d'origine. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de t'installer en Afrique du Sud au lieu de repartir dans ton pays d'origine? Okay. Premièrement, je suis d'accord avec toi, mais ensuite je suis contre l'expression fuite de cerveau. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que d'abord, le choix de vivre, d'exercer en Afrique du Sud, c'est un choix qui est arrivé comme ça. Je n'ai pas choisi dans l'Afrique du Sud, j'étais motivée. Ça s'est imposé. C'était peut-être une vision parce que je rêvais tellement de continuer mes études en Afrique du Sud et puis c'est arrivé. J'avais été sélectionnée par le ministère du Tourisme. À l'époque, je ne vais pas citer le nom du ministre qui a fait ça, on ne parle pas politique, mais j'avais été sélectionnée pour aller en Afrique du Sud, aller faire mes études parce qu'il y avait un plan de développement du tourisme au Gabon. Donc le projet de développement du front de mer et de la marina au Gabon, on cherchait des cadres justement pour travailler pour ça. Alors j'ai été sélectionnée, je vais en Afrique du Sud et malheureusement le projet n'aboutit pas. Mais comme tout... en 2001. Oui, en 2001. Ce projet, bon, il est encore, on ne sait pas où il se situe actuellement. Voilà, il est toujours en train de se faire, il paraît. Alors donc voilà, je termine ma formation. Et puis comme toute bonne citoyenne, je me souviens que j'ai signé l'engagement décennal. Alors je dis à mon époux, moi je vais aller au Gabon et tout, je vais aller vérifier ce qui se passe parce que je ne veux pas être hors la loi. Je vais quand même et puis je pose la question et puis on me dit, bon voilà, il faut venir travailler, il faut aller travailler dans les parcs nationaux et tout le reste. Ce n'était pas ma vision d'aller travailler dans les parcs nationaux parce qu'on ne me proposait pas un plan de carrière prometteur, pas prometteur en forme de financement, non, mais prometteur en forme de vision, de développement intellectuel et tout le reste. Alors je décide de repartir au Cap. Et quand je repars au Cap, le Cap c'est une belle ville, c'est une ville touristique. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu vois le tourisme partout. D'accord? Et moi, je ne voulais pas rentrer au Gabon parce qu'il faut préciser, moi, je ne voulais pas rentrer au Gabon pour les sous. Ça veut dire que je ne veux pas rentrer pour aller travailler quelque part juste parce que je veux me faire de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Je veux pouvoir travailler, m'épanouir professionnellement et puis exercer mon expertise, faire ce que j'aime. Vendre mon talent. Parce que je fais ce que je travaille avec passion, avec amour, dans tout ce que je fais. Et je voudrais être en mesure de faire la même chose et de continuer à faire la même chose. Maintenant, s'il faut parler de fuite de cerveau, j'aime pas trop l'expression parce que pour moi, un cerveau ne fuit pas. Tu peux être en Chine, être parisien et être en Chine, par exemple. Tu peux vendre ton expertise ou bien tu peux mettre ton expertise, voilà, pour preuve. D'ailleurs, parce que je l'ai fait, je suis allée... Tu es une Gabonaise qui vit en Afrique du Sud, mais qui vend son talent, qui est utile au Gabon. Mais voilà, tu avais la réponse à la question, donc c'est pour te dire... Non, mais je posais juste la question pour te titiller un tout petit peu. Oui, voilà. Donc je me dis que... On peut être utile à son pays, même en vivant à l'étranger. Même en vivant à l'étranger, exactement. Et moi, je me dis, c'est
une philosophie ou alors un état d'esprit que ces cerveaux-là peuvent avoir en se disant on peut continuer à mettre notre expertise au service de notre pays même en étant à l'étranger. Voilà, simplement. C'est très bien. C'est juste dommage de voir que le Gabon est un pays qui a des sites merveilleux, qui a un patrimoine immensément riche et diversifié, et que le Gabon n'arrive pas à vendre justement ce patrimoine, à le promouvoir. Oui. Et il est regrettable de voir qu'il y a des Gabonais qui sont diplômés, il y a des Gabonais qui ont une expertise, qui vivent à l'étranger. Il serait souhaitable de tenir compte de leur expertise et de voir dans quelle mesure on peut valoriser, on peut la rentabiliser pour le bien du Gabon. Mais je vais ajouter aussi, Ricky, tu vois, l'État a sa part de responsabilité, a son rôle à jouer. Mais les experts ont aussi leur rôle à jouer. Parce qu'il ne faut pas être expert et puis rester chez soi avec son expertise. Et puis se dire, j'attends que l'État vienne me dire, écoute, viens au Gabon parce que je vais faire ceci. Il faut qu'on commence à développer des startups. Et justement, même dans ce cadre, avant la fin de cette année, je vais repartir au Gabon pour une initiative que je vais pouvoir lancer, pour pouvoir motiver les startups à se vendre et puis à montrer ce qu'ils connaissent. Pas juste de se cacher, quelle que soit la startup, de sortir du cadre dans lequel ils sont et puis commencer à faire quelque chose. Il faut expliquer ce que c'est une startup parce que tout le monde n'est pas ici. Ah d'accord, bon les startups ce sont les petites et moyennes entreprises, hein, les petites, une PME, voilà, une PME, c'est ça, une startup, voilà. Ricky, j'aime bien que tu me ramènes. C'est bien. Pour nos internautes qui seraient sensibles à ton engagement, aux actions que tu mènes et qui voudraient justement t'aider, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent nous contacter, on a un site internet. Est-ce que tu as des mécènes, tu acceptes un financement? Ça dépend du financement, voilà un truc, ça dépend du financement. Je ne veux pas de la manipulation, je ne veux pas quelqu'un qui vienne et puis qui me dise on te finance et puis après ça va être une manipulation qui me rachète par la suite. Non, je ne veux pas de ça. Je veux quelqu'un qui partage la vision ou alors qui a une vision similaire mais qui veut se joindre, parce qu'il y a des gens qui ont des visions et qui ne savent pas comment utiliser leur vision, ou bien comment mettre leur vision au service ou en exergue. Je voudrais quelqu'un qui me dise, je veux développer quelque chose, je ne sais pas quoi, mais comme tu fais déjà dans ceci et tout, est-ce que je peux financer, peut-être pour, I don't know, mais trouver quelque chose qu'on puisse faire ensemble. Je ne refuse pas les financements, mais je vais étudier le projet, la proposition. Un message particulier à faire passer aux jeunes Africains qui te regardent et qui souhaitent également monter le même genre de projet que toi, une start-up, pas forcément dans le même domaine d'activité. Il faut quoi? Il faut croire en soi. Premièrement, il faut croire en soi. Quelles sont les règles? Quels sont les fondements? Bon, ce ne sont pas les règles, on ne peut pas dire que ce sont des règles, ce n'est pas un canevas. C'est pas préétabli. C'est pas préétabli. La première chose, c'est de croire en soi, c'est de croire en cette capacité. Je ne demande pas à tout le monde d'être chrétien, mais si somehow, si d'une façon ou d'une autre. On peut être bouddhiste aussi. On peut être bouddhiste aussi, on peut être bouddhiste, on peut être ce qu'on veut. On peut être vaudouiste, on peut être n'importe quoi. Par exemple. Mais si il faut croire en soi, parce que je crois que chacun de nous, que nous soyons, quelles que soient nos origines, nous sommes doués. Nous sommes doués. J'ai toujours pensé, je me suis dit, chacun a un talent. On n'a pas nos deux mains pour ne rien faire. On n'a pas une tête entre les épaules pour ne rien faire. On a une tête pour penser, on a des mains pour travailler. Et je dis souvent à certaines personnes, parce que je travaille avec beaucoup de communautés des zones rurales, et je dis toujours aux gens que tu n'as pas besoin d'avoir des millions pour commencer un projet que tu as dans la tête. You just need to believe in yourself. Tu dois croire en soi, croire en cette capacité et de te dire, je peux commencer quelque chose, je sais comment faire quelque chose, je vais commencer avec ce que j'ai et le reste viendra. Moi, c'est le message que je donne à tout le monde où que j'aille, quoi. Je me dis, n'attendons pas d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir commencer quelque chose qui nous passionne. Parce que je veux te dire, quoi, Ricky, c'est que si tu crois en soi, si tu aimes ce que tu fais, et si tu as la passion pour ce que tu fais, beaucoup de choses vont naître et tu vas avec amour contaminer l'environnement autour de toi, qui vont aimer ce que tu vas faire. Et ce sont ces personnes-là qui vont faire de la publicité et du marketing pour toi. Et tu vas voir d'une façon ou d'une autre, après 6 mois, ton agence va commencer. Voilà. Merci pour le conseil. C'était donc
une interview exclusive accordée par Madame Audrey Bading-V, une Gabonaise qui a monté une structure il y a quelques années en Afrique du Sud, une start-up, une PME en Afrique du Sud, dans le domaine du tourisme. Elle est spécialisée dans le tourisme médical et dans le tourisme scolaire et éducatif. Et formation. Voilà, dans le domaine de la formation et les orientations scolaires. C'est donc une Gabonaise qui vit en Afrique du Sud depuis quelques années et qui nous a fait le bonheur de nous rendre visite ici à Paris dans le cadre des activités de notre site Ayon, qui est un site de promotion et de valorisation des Africains, de l'Afrique qui avance. Je vous remercie. Je voulais, Ricky, tu m'as pas donné la possibilité de dire quelque chose sur Ayon. J'ai mal de partir d'ici. Je suis partie d'Afrique du Sud, je voulais rencontrer les fondateurs d'Ayon. Je voulais comprendre la philosophie derrière Ayon. Je voulais comprendre le concept derrière Ayon et tout, mais ne va pas, je veux que tu sois là. Et je veux dire que, on parlait de start-up tout à l'heure, on parlait justement de passion, on parlait de conseils et tout ça. Mais moi, ce que je veux dire à Ayon et aux fondateurs, aux gens derrière Ayon, c'est de believe in yourself, de croire en vous, dans ce que vous faites. Parce que moi, j'adore, je veux dire, je suis votre premier fan. J'adore ce que vous faites. Je m'instruis tous les jours sur votre site. J'apprends beaucoup, j'apprends des choses qui sont même passées, qu'on n'a pas apprises. Et je me dis qu'avec ce que vous faites, vous pouvez refaire des livres d'histoire et proposer par exemple à des structures éducatives, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. Et je vous encourage et j'espère que vous n'allez pas vous arrêter là. J'espère que vous n'allez pas recevoir des subventions qui vont vous détourner du droit chemin. Et bon voilà, bonne continuité et puis c'était moi. Bisous. Merci.